Bonjour, mon nom est Nicolas Collin et je suis le cofondateur d'un nouveau média qui s'appelle Nouveau Départ et qui vient d'être lancé avec Laetitia Vito pour partager avec vous, nos abonnés, notre journal de la crise et de l'après-crise. Les sujets auxquels on va s'intéresser, c'est quelle est cette crise qu'on est en train de traverser du fait de la pandémie de coronavirus et comment cette crise impacte notre économie, notre société, nos entreprises, et comment les uns et les autres, les individus, et en particulier les chefs d'entreprise, on doit se préparer pour pouvoir repartir du bon pied et mieux repartir après cette crise. C'est encore difficile de dire à quelle date on sortira de la crise, mais c'est très important d'agir sans tarder pour pouvoir se préparer à l'opportunité que représentera la sortie de crise. Aujourd'hui, je voulais consacrer ce premier édito à un sujet extrêmement simple qui est l'importance, à mes yeux, des entrepreneurs dans cette période si délicate et si particulière. Notre réflexe dans un pays comme la France et dans d'autres pays où l'État est respecté et où on attend beaucoup de l'État, c'est de se tourner vers la puissance publique. On se tourne vers la puissance publique parce qu'on a l'impression qu'on traverse une période de crise qui touche tout le monde, qui touche les ménages, les entreprises à l'échelle de l'ensemble du territoire et parfois bien au-delà des frontières de notre pays. Enfin, en l'occurrence, c'est le cas cette année. Et dans ces périodes-là, les problèmes auxquels on est confronté nous semblent d'une telle ampleur que notre réflexe dans un pays comme le nôtre, encore une fois, parce que c'est notre tradition, c'est de se tourner vers la puissance publique. C'est une tradition qu'on partage avec quelques pays dans le monde. La Chine, c'est un autre bon exemple. La Chine a ce trait en commun avec la France, c'est que l'État y est respecté et que les citoyens en attendent beaucoup. Ça nous différencie d'autres pays, comme les pays anglo-saxons notamment, qui sont des pays où une culture, un héritage culturel et politique libéral, et puis des décennies de désengagement de la puissance publique ont créé plutôt une atmosphère de défiance vis-à-vis de l'État. Et ça explique qu'aux États-Unis, les Américains confrontés à la pandémie de coronavirus ne savent plus très bien vers qui se tourner. Est-ce qu'ils doivent tout attendre de l'État fédéral? Est-ce qu'ils doivent tout attendre de leurs gouverneurs dans les différents États? Est-ce qu'ils doivent se tourner vers les grandes entreprises et attendre qu'elles prennent les choses en main? Ça crée de la confusion. Chez nous, les choses sont beaucoup plus simples. Quand on est touché par la crise, on se tourne vers l'État et on se tourne en particulier vers son chef, le président de la République. Moi, je crois que c'est une erreur et que c'est une erreur pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que l'idée que l'État nous sort des crises, enfin nous sauve la mise quand on est confronté à des crises terribles, c'est une idée qui résulte d'une analyse relativement superficielle de l'histoire. Dans l'histoire, si on y regarde de plus près, ce qu'a fait l'État après les grandes crises, après la Grande Dépression dans les années 30, après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'a fait l'État dans ces périodes-là, c'est qu'il s'est penché sur la situation, il a réalisé, comme tout le monde autour de lui, qu'il était le seul à pouvoir déployer des dispositifs à une très grande échelle, à l'échelle de tout un pays, de toute une nation. Mais en même temps, c'est jamais l'État, dans ces situations particulières, qui a imaginé les solutions qu'il fallait apporter aux problèmes du moment. Ce que fait en général l'État, l'État, il faut l'imaginer, c'est pour ça que je vous montre l'image d'une course cycliste. Il faut imaginer que l'État est généralement en queue de peloton, pour plein de raisons, sur lesquelles on reviendra par la suite, dans d'autres éditos et dans d'autres articles. Mais l'État est en queue de peloton, et quand la crise arrive, la crise elle touche de plein fouet ceux qui courent en tête du peloton. Les rangs sont tout d'un coup clairsemés, et ça oblige l'État à se projeter en première ligne et à essayer de reprendre, de se réapproprier ce que les autres ont déjà commencé à défricher. Donc je voulais vous donner un seul exemple qui va rendre les choses très claires, j'espère. C'est celui de la protection sociale. Donc dans un pays comme la France, notre système de protection sociale est organisé autour d'une institution très importante qui est la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, ceux qui connaissent un peu d'histoire se souviennent vaguement qu'elle a été mise en place à la Libération en 1945 et qu'elle a été déployée à l'échelle de l'ensemble des travailleurs salariés. Mais à l'époque, ce n'est pas l'État et les gens qui travaillaient pour l'État qui ont imaginé de toutes pièces la sécurité sociale. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'ils ont juste réalisé que la France était en ruine, qu'il fallait tout reconstruire, qu'il fallait prendre les choses en main à très grande échelle. Mais quand il s'est agi de trouver des idées nouvelles, les idées, elles existaient déjà. Elles avaient déjà été mises en œuvre plusieurs décennies avant, en l'occurrence par le mouvement mutualiste,
par des militants syndicaux, par des chefs d'entreprise désireux de couvrir leurs salariés contre des risques critiques, par des agriculteurs qui cherchaient à se couvrir ensemble contre certains risques. Et en fait, tous ces dispositifs d'assurance sociale existaient déjà, mais à petite échelle, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une branche professionnelle. Et la seule chose qu'a fait l'État, c'est qu'il a pris ces idées qui existaient déjà, qui étaient déjà prouvées dans l'action à petite échelle. Il a pris ces idées, il les a déployées à grande échelle, parce que seul l'État a l'autorité et les ressources qui permettent de faire ça. Voilà. Et donc je pense que dans cette crise qui nous confronte à des problèmes inédits, qui nous oblige à trouver des solutions nouvelles, le réflexe de se tourner vers l'État est un réflexe erroné, qui peut que nous emmener dans l'impasse, parce que c'est jamais l'État qui arrive avec des solutions nouvelles. L'État, il est capable d'observer les solutions nouvelles qui existent déjà, de s'en emparer et de les déployer à plus grande échelle, mais il ne peut pas les imaginer de toutes pièces et les mettre en œuvre lui-même sans l'aide de la société civile et en particulier des entreprises. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut nous mettre en tête que les entrepreneurs sont au moins aussi importants dans cette période de crise que la puissance publique. Une deuxième raison pour laquelle je pense que l'État est moins pertinent aujourd'hui, c'est que l'État d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec l'État qui nous a sortis de la mouise au XXe siècle. En fait, les deux grandes crises du XXe siècle, enfin les trois grandes crises, il y a eu la Première Guerre mondiale, qui a été terrible, meurtrière, qui a contribué au déclassement de l'Europe dans l'ordre international. Il y a eu la Grande Dépression, la terrible crise économique qui a suivi la Première Guerre mondiale, 10 ans après, dans les années 30, et qui a provoqué la montée du fascisme. Et ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a vraiment achevé de mettre toute l'Europe par terre, qui a provoqué la mort de dizaines de millions de personnes. Et on se souvient voilà, d'un État qui a su réagir à la Grande Dépression, massivement aux États-Unis avec le New Deal de Roosevelt, plus modestement en France avec le Front populaire, au Royaume-Uni avec les différents gouvernements libéraux et travaillistes. Et bien sûr des États qui ont réagi encore plus vigoureusement après la Seconde Guerre mondiale, quand il s'est agi de reconstruire l'ensemble des pays européens, qui avaient tous été mis à terre par ce conflit terrible. On se souvient de l'État de l'époque, mais l'État de l'époque, c'était un État qui était encore très marginal dans l'économie. La dépense publique, elle représentait une part minoritaire du PIB à l'époque. Le nombre des fonctionnaires était bien inférieur en proportion relative par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc l'État, il avait d'énormes latitudes pour grandir, pour diversifier ses modes d'intervention, pour expérimenter des nouvelles choses. Parce que quand on grandit, quand on est en croissance, eh bien, on a des capacités d'apprentissage et des capacités d'itération qui sont considérables. Comme un petit enfant qui grandit, on voit qu'il apprend à toute vitesse. Mais par contre, quand on devient adulte, et l'État d'aujourd'hui, il a passé depuis longtemps l'âge adulte, les capacités cognitives ralentissent, on est moins doué dans l'apprentissage, on est moins prêt à essayer des nouvelles choses, et surtout on est empesé par plus de lourdeur, plus de rigidité, on est moins souple, on est moins réactif dans l'adversité. Voilà. Et ça, c'est l'État aujourd'hui. C'est un État, je ne dirais pas qu'il est hypertrophié, mais il s'est énormément massifié, il s'est énormément diversifié, il emploie maintenant des millions de fonctionnaires, il représente une part considérable du PIB en termes de dépenses publiques, et donc ses capacités pour grandir et pour expérimenter des nouvelles choses et pour se repositionner sont bien moindres qu'elles ne l'étaient il y a un siècle quand il a fallu résoudre d'autres problèmes. Troisième raison pour laquelle l'État n'est pas forcément le mieux placé pour nous sortir de cette crise, c'est que, alors pour la plupart d'entre nous, on a le souvenir, la dernière crise, c'était la crise financière de 2008. Lors de la crise financière de 2008, on a tous eu l'impression à un moment donné qu'on arrivait au bord du précipice. Et on a évité de tomber dans le précipice parce qu'au bon moment, les différents dirigeants politiques et les responsables des banques centrales se sont réunis pour prendre des décisions drastiques en injectant des liquidités dans le système bancaire, en mettant en place des règles pour essayer d'empêcher que se reproduise cette crise financière terrible. Et tout ça a provoqué, nous a inspiré l'idée voilà, que quand quelques personnes comme Obama et son secrétaire au Trésor que vous voyez à l'image ici
ou bien leurs homologues dans d'autres pays se réunissent dans un bureau, ils peuvent prendre des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais au moins si elles sont prises, il suffit ensuite d'appuyer sur un bouton et l'économie est sauvée et on peut repartir sur les bons rails. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas du tout dans une situation où la crise d'aujourd'hui peut être résolue en réunissant quelques dirigeants haut placés dans un bureau qui vont prendre les bonnes décisions et ensuite appuyer sur un bouton pour que les choses se remettent en place. C'est une crise qui n'est pas du tout cantonnée au système bancaire, qui n'est pas du tout cantonnée, qui n'a pas une dimension macroéconomique principalement. C'est une crise qui se dissémine littéralement dans l'ensemble de la société, qui touche tous les individus qui doivent se réfugier chez eux et renoncer à sortir et à retrouver leurs proches, leurs amis, leurs collègues. Ça touche la plupart des entreprises qui doivent arrêter leur activité, mettre leurs salariés en chômage partiel. Ça confronte tout un chacun à des enjeux de santé publique qui sont terribles. Si on pose sa main au mauvais endroit, si on interagit avec la mauvaise personne, on risque d'attraper ce terrible virus, d'être alité pour 15 jours avec des symptômes terribles et de mettre notre vie en danger. Et donc, il y a un effet à la fois de stupéfaction, mais aussi d'impact diffus dans la société qui dépasse de très très loin le périmètre du seul système bancaire comme c'était le cas en 2008. Et donc on sent bien tous que ce n'est pas une crise qui peut être résolue par quelques réunions dans quelques ministères où seront prises des décisions difficiles à prendre mais ensuite faciles à exécuter. C'est une crise qui ne sera résolue que si on sait déployer à grande échelle des dispositifs tels que mettre des masques à disposition de tout le monde, tester le plus grand nombre de personnes possible, ménager plus de ressources aux professionnels de santé, etc., etc. Et donc, ce n'est pas seulement dans la décision que se fait la sortie de crise, c'est aussi dans la mise en œuvre des décisions qu'on prend. Et il y a une capacité de déploiement opérationnel qui, en fait, on le constate tous les jours, dépasse de très très loin les capacités de l'État aujourd'hui. Alors, quand on regarde cette situation, évidemment, on est un peu désolé et on se dit qui a la capacité d'agir à grande échelle. Et moi, je crois, et c'est pour ça qu'on a lancé ce média Nouveau Départ, que les entrepreneurs ont une capacité d'agir à grande échelle. Non pas parce qu'ils sont aussi puissants et qu'ils ont un périmètre d'activité aussi large que l'État, mais parce qu'ils ont l'habitude de mettre la main dans le cambouis, qu'ils ont l'habitude d'être dans l'action et que c'est ça qui fait la différence dans une crise comme la nôtre. Les entrepreneurs, moi je les vois de deux façons. Je les vois d'abord comme la première ligne de défense, un peu comme les pions sur un échiquier quand on joue aux échecs. C'est les premiers touchés par la crise. La crise, elle n'impacte pas d'abord les grandes entreprises, elle impacte les restaurateurs, les patrons de PME, les patrons de start-up qui doivent du jour au lendemain mettre en arrêt leur activité, qui sont confrontés à un effondrement de leur chiffre d'affaires, qui doivent démêler les chevaux des aides comme à leur disposition à la puissance publique. Et ces gens-là sont les premiers touchés par la crise et c'est les premiers à aller au tapis. Et la deuxième chose qui m'intéresse chez les entrepreneurs, c'est qu'une fois qu'ils ont compris à quoi ils étaient confrontés, une fois qu'ils ont pris la mesure de l'ampleur de la crise, ils sont capables, parce qu'ils opèrent à petite échelle, à l'échelle d'une petite organisation qui est une entreprise, de prendre des décisions difficiles et de les mettre en application sans attendre. Ils peuvent appuyer sur le bouton et changer les choses radicalement à l'échelle de leur activité, de leur entreprise, de la même façon que Obama, Sarkozy, Gordon Brown en 2008 pouvaient prendre des décisions et mettre en œuvre ces décisions à l'échelle du système bancaire. Voilà, il y a une capacité à mettre des choses en œuvre qui, dans la crise à laquelle on est confronté aujourd'hui, a été déplacée de la très grande organisation que représente l'État vers les très petites organisations que sont toutes nos entreprises. Alors il y a des grandes entreprises, mais la majorité des entreprises, on le sait, sont petites. C'est des PME, c'est des start-up, c'est des gens qui travaillent en indépendant et qui tous ont la capacité d'intégrer l'information, de digérer cette information, d'en tirer des conclusions sur quels sont les prochains mouvements qu'ils peuvent engager, comment se repositionner, comment préparer la sortie de crise. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans la période actuelle. Et c'est pour ça que c'est très important de donner la parole à ces gens-là et de stimuler une discussion qui va inspirer ces gens-là
et qui va leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans leur digestion de toutes ces informations et dans leurs décisions qui vont nous permettre tous ensemble de sortir dans la crise. En se connectant en réseau et en orchestrant toutes ces boucles de rétroaction, voilà, on comprend plus vite ce qui se passe, on prend conscience plus vite qu'il se passe quelque chose, on comprend plus vite ce qui se passe et on est capable de passer à l'action, même si c'est à petite échelle. Et tout ça, évidemment, connecté en réseau grâce à quelque chose qui n'existait pas vraiment à l'époque de la crise financière en 2008. C'est le fait que désormais, c'est beaucoup plus facile de partager de l'information, c'est beaucoup plus facile de s'aider les uns les autres à prendre des décisions. Et c'est comme ça que Laetitia et moi, on veut concevoir ce média. C'est des ressources qu'on va mettre à disposition d'un réseau d'abonnés entre lesquels, si tout se passe bien, va être nourrie une conversation qui va permettre, encore une fois, de prendre conscience de ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe et de passer à l'action. Alors, une dernière chose que je voulais dire avant de conclure, c'est que le monde des entrepreneurs aujourd'hui, c'est un monde qui est plus passionnant que jamais. C'est un monde qui s'est beaucoup diversifié. On a un peu l'image en tête, si on est resté dans le passé de l'entrepreneur qui est l'homme propriétaire de sa PME, qui déteste l'État, qui déteste payer des impôts, qui trouve qu'il paye trop de charges, qui ne comprend pas pourquoi les réglementations existent, etc. Voilà, cette image un peu poujadiste et rétrograde du chef d'entreprise du XXe siècle. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise, d'abord, ils n'ont jamais vraiment correspondu à ce cliché. Et en plus, ils ont beaucoup changé, ils sont beaucoup diversifiés. C'est de plus en plus des femmes, c'est de plus en plus des gens qui s'intéressent à l'informatique et au réseau. C'est de plus en plus des gens qui cherchent à innover, qui se lancent tout seuls en tant que travailleurs indépendants, qui interagissent avec d'autres, qui se rassemblent dans le cadre de réseaux de gens qui s'entraident et qui partagent de l'information. Bref, le monde des entrepreneurs, c'est devenu un monde beaucoup plus diffus dans la société, beaucoup plus divers, beaucoup plus représentatif et qui recèle d'immenses richesses que je pense on doit vraiment apprendre tous ensemble collectivement à exploiter. Alors les raisons pour expliquer ça, pourquoi le monde des entrepreneurs a changé, pourquoi il recèle toutes ces richesses. Première chose, c'est que la barrière pour devenir entrepreneur est devenue a été radicalement abaissée par la transition numérique, la transition vers l'économie d'aujourd'hui, que j'appelle moi l'âge entrepreneurial. C'est beaucoup plus facile de devenir entrepreneur, c'est facile de lancer un média, c'est facile de se mettre à son compte, c'est facile de créer sa start-up, de mettre en ligne un site internet, c'est facile de trouver des conseils si on veut faire des choses plus ambitieuses, c'est facile de lever de l'argent quand on n'est pas dans une période de crise pour le faire. Bref, donc l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et il y a cette autre idée, voilà, celle de l'âge entrepreneurial, que j'utilise moi pour décrire la période dans laquelle on est, hors crise, encore une fois. L'âge entrepreneurial, c'est une question à laquelle je réponds beaucoup. Ce n'est pas un âge dans lequel tout le monde est entrepreneur, mais c'est un âge dans lequel on est tous concernés par l'entrepreneuriat, soit parce qu'on entreprend, soit parce qu'on est employé par une entreprise entrepreneuriale, c'est-à-dire une entreprise qui ne tient jamais rien pour acquis, qui se donne pour mission de se réinventer en permanence, et dans cette mission qui consiste à se réinventer en permanence et à l'affût de toutes les informations nouvelles, apprend à se repositionner de façon beaucoup plus agile, cherche à innover quand c'est nécessaire, cultive d'excellentes relations avec ses clients parce que c'est la clé pour réussir dans l'âge entrepreneurial, etc., etc. Voilà, donc il y a plus d'entrepreneurs que jamais, ils sont plus divers que jamais, parce que les barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat sont plus basses que jamais, et on est de toute façon dans une économie où l'entrepreneuriat est devenu la dynamique qui nous tire tous vers le haut et qui nous permettra de comprendre plus vite de quoi cette crise est faite, d'en tirer un certain nombre de conclusions et de passer à l'action de façon distribuée plutôt que de tout attendre de quelques réunions qui ont lieu à Paris dans les ministères. Voilà pourquoi on a lancé ce média Nouveau Départ. Ce que je vous livre ici aujourd'hui, c'est le premier édito. Les éditos, c'est le contenu qui va être mis gratuitement, diffusé très largement, mis gratuitement à la disposition de tout le monde. Si vous voulez aller plus loin, il vous faut aller sur notre site, il faut vous abonner à Nouveau Départ et nous soutenir ce faisant. Si vous êtes abonné, vous aurez accès à beaucoup plus de choses, des interviews, 2 à 3 par semaine, avec des gens qui sont capables de nous aider à aller plus vite dans cette crise et dans l'après-crise,
des articles et des vidéos qu'on va appeler grand angle et qui sont consacrés à une plongée en profondeur dans un sujet en particulier. Qu'est-ce que va devenir tel ou tel secteur? Qu'est-ce que va devenir telle ou telle entreprise confrontée à la crise? Voilà, et puis plus le temps va passer, plus on va accumuler des archives, plus on va constituer une base documentaire qui sera utile à l'ensemble d'entre nous, et plus on va faire grandir une communauté d'abonnés engagés qui seront des chefs d'entreprise, mais aussi des gens qui s'intéressent au monde de l'entreprise et qui s'intéressent à ce que les chefs d'entreprise ont à nous apprendre. Et cette communauté engagée, on pourra orchestrer des relations entre les uns et les autres, les réunir pour des briefs, pour des réunions, pour des événements en ligne et pour beaucoup d'autres choses. Voilà, donc merci pour votre confiance, merci d'avance pour votre soutien. Laetitia et moi, on a hâte d'interagir avec vous. Merci surtout d'avoir prêté attention à ce premier édito. Au revoir.